Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Chublin et aujourd'hui pour parler guerre et jeux vidéo, communication militaire et ludification du fait guerrier, tout ça, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Romain Mielcarrec, journaliste indépendant, enseignant-chercheur à l'Institut pratique du journalisme de l'Université Paris-Dauphine. Je peux rappeler que vous êtes passé plusieurs fois par ce micro, notamment pour parler de votre dernier, non pas votre dernier livre, maintenant Les Mougiques, paru l'an dernier chez De Noël, où vous racontiez votre tentative de tamponnage par un officier russe, et puis plus généralement vous enquêtiez sur ces opérations de renseignement et d'influence russe en Europe, mais vous êtes aussi venu parler de la série Cœur Noir il y a quelques temps, donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le podcast. Bonjour. Alors il faut dire, la raison d'être de cette émission, c'est un peu la coalescence de plusieurs choses. D'abord, il y a un ancrage d'actualité autour notamment de la vidéo postée dans les tout premiers jours de la guerre en Iran par la Maison-Blanche, retirée depuis, où il diffusait des images de frappes sur des cibles iraniennes, avec une esthétique très jeu vidéo, très inspirée de Call of Duty, me semble-t-il. Et je vous ai donc proposé de venir réfléchir sur le sujet, parce que c'est à l'intersection de plusieurs de vos préoccupations. D'abord, il y a le fait que vous avez fait votre thèse sur un sujet proche, sur la communication militaire. C'est la communication militaire française en Afghanistan, où il y a 2-3 différences subtiles avec ce qu'on voit en ce moment à la Maison-Blanche, mais surtout, et aussi, il y a le fait que vous avez appelons ça une side spécialité en quelque sorte, sur le jeu vidéo, d'abord parce que vous jouez, vous avez même beaucoup joué, avec un bon niveau. Il me semble, c'était quoi votre jeu de prédilection ? Ouais, c'est vrai que pour une fois, il faut qu'on pose la question quand même de mon CV de gamer, parce que là ça pose question. J'ai joué dans mes jeunes années à un MMORPG, donc un jeu de rôle massivement multijoueur. Les gens connaissent en général World of Warcraft. Moi, je jouais à un jeu qui s'appelait Dark Age of Camelot, et donc dans ma catégorie de personnages, Spirit Master, j'étais premier mondial pendant pas mal d'années, à une époque où je passais un peu moins de temps à l'université et à travailler, et où j'avais effectivement une activité parallèle. Alors, ouais, bon, c'est fascinant, mais on en reparlera, je pense. Bon, bref. Et par ailleurs, vous aviez lancé une chaîne YouTube sur ce sujet, à l'intersection des jeux vidéo et de la guerre, qui s'appelle Captain Roman, qui est en sommeil, mais que j'aimais bien, parce que c'est un sujet vraiment intéressant, qui mérite beaucoup la réflexion, à mon avis. Vous parliez donc de la vision de la guerre dans différents jeux vidéo, et donc quand vous l'aviez lancé, on avait déjà à l'époque évoqué l'idée d'en faire une émission, parce que je veux dire, ça m'intéresse donc, mais je suis assez mal placé pour en parler directement, parce que je joue pas, ou plutôt je ne joue plus. Et alors, je dis, c'est un truc qu'on me demande assez régulièrement, de faire des épisodes sur des jeux vidéo qui touchent à la guerre, comme j'en fais sur des films ou des séries. Et sur le papier, je suis totalement d'accord, parce que c'est un produit culturel de masse, où on a des œuvres qui sont vraiment des bijoux de créativité dans le domaine guerrier, mais pas seulement. Mais le fait est que j'ai plus trop le temps de jouer, personnellement, et donc comme je suis pas du tout à l'aise avec l'idée en fait, d'en parler de l'extérieur, comme ce serait comme faire un épisode sur un film que j'ai pas vu, ou sur un bouquin que j'ai pas lu, ce que je fais jamais. Et par ailleurs, je pense que je suis pas le seul. Il y a quelque chose, je crois, avec le jeu vidéo, qui est une forme culturelle qui est extrêmement prenante, mais où il y a un droit d'entrée qui est assez fort, parce que ça demande d'investir quand même un peu de temps pour avoir une bonne idée de ce qu'on est en train de faire. Donc, je peux renvoyer par ailleurs à votre chaîne pour ceux qui voudraient ce genre d'exploration, mais tout ça pour dire que je suis donc très content d'en faire une émission avec vous sur ces liens aller-retour entre le monde militaire et le monde du jeu vidéo. Alors, pour commencer, pour repartir peut-être un peu de ce point d'entrée, première question très très bateau, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo, de cette forme de communication de la Maison-Blanche, et de choisir ces codes visuels, c'est même un pastiche, à vrai dire, de jeux vidéo. On voit donc des frappes, on voit des unités qui se font détruire, et il y avait un petit plus 100 qui apparaissait comme on gagne 100 points. Voilà, qu'est-ce que ça vous a fait quelle réflexion de ça ? Alors en fait, il n'y en a pas eu une, il y en a eu 3 des vidéos sur ce format-là, qui pour chacune d'entre elles prenaient des images d'un jeu vidéo, d'une grande licence de jeux vidéo assez connue. Donc vous avez cité Call of Duty, il y en a eu une également qui mettait en scène des images de GTA. Donc il y a un jeu vidéo qui n'a rien à voir avec le monde de la guerre, qui est un jeu vidéo dans lequel on joue des criminels. Extrêmement approprié donc. Ouais, mais en fait, parce que c'est pas tant l'image en tant que telle qui est importante, c'est la référence culturelle. Et donc la 3e vidéo, s'inspirant d'images de jeux sur Wii, donc la console de Nintendo, où on joue en famille à faire du tennis, du golf et du bowling. Et où à chaque fois, donc on a une alternance entre ces images pas tant de militarisation, mais de victoire dans le jeu, et des images de frappe en Iran.
L'idée étant à chaque fois de mettre en scène cette domination, cette supériorité de l'armée américaine sur ce théâtre, avec des images qui culturellement illustrent ce côté-là. Alors il y a plusieurs dimensions là-dedans. Il y a une dimension qui est la domination en tant que telle. Et il y a eu d'autres vidéos qui mobilisaient d'autres médias, notamment des images de cinéma ou des images de sport. Il y a une deuxième dimension qui est que le jeu vidéo est aujourd'hui un domaine culturel, une industrie culturelle qui, en termes de chiffres et de nombre de consommateurs, domine la totalité des autres secteurs. L'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, elle est estimée à 200 milliards de dollars dans le monde. À titre de comparaison, le cinéma, donc vecteur dont on parle beaucoup et sur lequel vous avez fait beaucoup d'épisodes, vous l'avez dit, c'est 30-35 milliards. Donc le ratio est quand même colossal. Le livre, c'est 140 milliards. En nombre d'utilisateurs, on estime aujourd'hui que c'est une personne sur deux quasiment dans le monde qui fait du jeu vidéo. En France, on est entre 30 et 40 millions de personnes. Donc c'est vraiment c'est un média de masse qui fait écho à beaucoup de gens. Et donc, le public auquel s'adresse la Maison-Blanche lorsqu'elle fait ses vidéos, c'est un public américain qui consomme ces médias de masse. Le cinéma, on l'a dit, le sport, on l'a dit, et donc les jeux vidéo, et pour qui ces références-là, peut-être que vous, elles ne vous parlent pas, mais pour eux, ça montre la victoire et la domination. Ouais, ça montre aussi le divertissement, c'est-à-dire il y a un truc de c'est fun, ce qui est pas quelque chose qui est totalement absent de la culture populaire, notamment de la culture populaire américaine. Enfin, je veux dire, le côté fuck yeah, America, etc., c'est pas... Parfois, on peut trouver ça, y compris dans le cinéma, dans des formes culturelles plus traditionnelles, l'idée que c'est fun. Mais là, c'est l'idée que c'est fun et inoffensif, dans une certaine mesure, puisque a priori, dans un jeu vidéo, il n'y a personne qui meurt à la fin, si ce n'est dans la fiction que produit le jeu vidéo. Il y a un truc de... On a l'impression que c'est une déconnexion avec le fait qu'il y a des gens qui meurent, des choses qui sont détruites, et de la ferraille qui vole, qui est quand même assez nouvelle. Je ne sais pas s'il y a des précédents, mais une sorte de communication politique et politico-militaire qui représente la mort humaine, puisque c'est ça. Je veux dire, il y a notamment dedans le truc de la frégate qui se fait taper. Là. Je veux dire, c'est une centaine de gens qui meurent en direct, quoi. Enfin, pas en direct, mais dans cette vidéo. Voilà, ce côté de très détente sur représenter la mort humaine. Ça, c'est une spécificité de la communication de l'administration Trump qui, là, a franchi un certain nombre de limites qui, jusque-là, étaient posées dans la communication militaire et institutionnelle américaine, où on a une déshumanisation totale de l'adversaire, qu'on va retrouver dans les discours notamment de Pete Hegseth, donc le secrétaire à la défense américain, qui dit par exemple il n'y aura pas de pitié. Donc qui admet une violation du droit international, qui formalise le fait que l'adversaire, l'ennemi, n'a pas de droit, n'a plus d'humanité, et que donc le détruire, le massacrer, le tuer peut être quelque chose de tout à fait anodin, voire divertissant. Jusque-là, dans la culture en général et dans la mise en scène du fait militaire, on avait quand même une esthétisation de la violence, des armes, etc., qui n'allait pas jusqu'à esthétiser le geste de tuer. C'est-à-dire, il y avait... il y a un truc très Fanamili. Top Gun, l'avion est sexy, mais il n'est pas sexy au moment où il tue, il est sexy au moment où il vole, au moment où on s'entraîne dessus, au moment où le pilote le regarde. Il tue pas grand monde dans Top Gun, et c'est aussi pour ça. Il tue peu, et en général, quand il tue, on va mettre en scène aussi ce dilemme moral, ce dilemme éthique pour celui qui va presser la queue de détente, le pilote, le combattant, le fantassin, où en général, quand on est sur ce geste de tuer l'autre, on voit que ça pose des questions morales, des questions éthiques. On ne tue pas n'importe comment, on ne tue pas n'importe qui. Scène emblématique de ce dilemme pour celui qui presse la queue de détente, c'est la scène d'American Sniper où le tireur se retrouve à viser un enfant, si je me souviens bien, et à un moment une femme aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Et donc on justifie le fait de tuer par l'imminence de la menace qui fait qu'il faut choisir entre tuer
fait ce qu'on voudrait surtout pas faire et sauver ses camarades. Là, on a une bascule assez franche dans la communication où cette notion de dilemme moral, de dilemme éthique, elle est totalement mise de côté, elle n'existe plus. On tue parce que c'est l'autre, c'est l'ennemi, et cet ennemi, on a une multitude de raisons de le tuer. C'est un méchant, c'est un monstre. On revient à la bonne vieille propagande du début du XXe siècle, où l'autre est suffisamment monstrueux et horrible pour qu'en fait toutes ces règles disparaissent. On peut signaler, soit dit en passant, que c'est pas au niveau individuel pour autant. C'est-à-dire on fait exploser des choses, des lanceurs de missiles, une frégate où on sait qu'il y a du monde, mais ils n'en sont pas encore allés jusqu'à représenter la mort individuelle. C'est peut-être l'idée qu'il y a une dernière frontière. Mais justement, c'est intéressant parce que c'est pas n'importe quel jeu vidéo, c'est pas n'importe quel gamin. Alors ça, GTA... Si, parce que oui, les jeux Wii Sport, pour le coup, c'est n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je dis, on n'est pas forcément sur le jeu de guerre en tant que tel. Pour Call of Duty, donc l'une des 3 vidéos, c'est le cas. Et dans celui-là, on a des références combattantes qui ont du sens. Louis Lapéry a écrit un article intéressant sur le Grand Continent où il explique justement les spécificités des codes vidéoludiques dans cette vidéo, et notamment le fait que la scène qui est représentée, c'est une scène qui illustre la domination parce que elle fait référence à une arme qu'on utilise dans le jeu quand on a tué un certain nombre d'adversaires d'affilée. C'est-à-dire qu'on a tellement dominé la partie qu'on a le droit à une arme bonus qui permet d'être encore plus fort et de tuer encore plus. Même logique de la vidéo GTA. La vidéo GTA, elle met en scène le mot-clé busted. Tu t'es fait coffrer, qui vient quand on perd la partie dans GTA, et donc qui fait là référence aux Iraniens qui se font busted par l'armée américaine. Et donc dans Wii Sport, on est sur cette logique de on gagne la partie plus familiale entre guillemets, de le strike au jeu de quilles ou on met la balle dans le trou au jeu de golf. À chaque fois, le mot-clé, c'est la victoire, la domination, avec des références vidéoludiques qui vont parler à la communauté des consommateurs de jeux vidéo en général, et au sein de cette communauté, un public MAGA, dont on parlera peut-être un peu plus tard, qui va apprécier d'autant plus ces codes-là et ces références-là qu'ils vont, eux, pouvoir les mobiliser potentiellement ensuite dans des reprises de ces campagnes. Ouais, c'est intéressant parce que en fait, ça pose la question du segmentage de l'immense communauté, comme vous l'avez rappelé, des joueurs de jeux vidéo. Et je veux dire, c'est pas n'importe qui joue à des FPS. Donc les FPS, donc c'est les first-person shooting, qui sont des jeux comme Call of Duty ou comme Battlefield, où globalement on voit le monde à travers une lunette, avec une arme en premier plan. Ce qui est pas... C'est de la pure hypothèse, c'est de la pure conjecture, mais il y a quand même quelque chose, ça rappelle quelque chose avec ce qui a fait, pas la base MAGA, mais ce qui a fait une partie de l'engouement MAGA de l'élection de 2024, c'est-à-dire un public particulier, souvent d'hommes, jeunes, blancs ou pas blancs, avec une bonne partie, qui sont, en tout cas, dans l'image d'Épinal, des gens qui sont plutôt plus consommateurs de jeux vidéo et de ce type de jeux vidéo violents, qui n'est pas évident à jouer. Je veux dire, c'est pas évident de... Moi, par exemple, je trouve que j'ai un peu passé l'âge. Maintenant, quand je me retrouve devant un FPS, ça m'amuse moins que quand il y a 10 ans, peut-être. Voilà, ça donne quand même l'idée qu'on joue sur des codes qui peuvent parler à une certaine population qui a été particulièrement séduite et qui forme en tout cas une partie du vivier électoral de l'administration Trump, en tout cas récemment. Eh bien non, Alexandre. Très bien. J'aime bien parce que c'est une émission on est souvent très d'accord, mais aujourd'hui non. Je vais faire le boomer pendant toute l'émission. Ouais, et vous le faites très bien. Alors, on n'a pas d'études sociologiques du FPS qui soient hyper approfondies. Oui, plutôt sur des grandes franchises comme Call of Duty. On est effectivement plutôt sur un public assez jeune et assez masculin. Et en l'occurrence, il y a un vrai héritage historique sur ces segments-là, d'un développement du jeu vidéo au départ, où on trouve des industriels qui ont déjà cette culture-là. Par exemple, les fabricants d'Atari, au début, ont cette culture de dire, en fait, le jeu vidéo est un truc de mecs, on veut faire ça entre mecs, on développe un marketing qui vise les mecs, et on reste plutôt là-dessus. Ce qui fait qu'au début, dans l'industrie du jeu vidéo, on a effectivement un monde assez masculinisé,
J'encourage ceux que ça intéresse à lire le livre de Marijam Did, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui étudie justement comment le jeu vidéo se politise et notamment comment la gauche peut essayer de se réapproprier ses codes. Et donc, ça, c'est un vrai sujet au début. Aujourd'hui, tout le monde fait du jeu vidéo. Les hommes, les femmes, quasiment à égalité. Il y a une légère surreprésentation des hommes. Il y a effectivement des créneaux où il y a des légères différences. Dans les FPS, on va avoir un peu plus d'hommes. Dans les jeux mobiles, certaines catégories de jeux mobiles, on va avoir un peu plus de femmes. Mais c'est finalement assez variable. Et pour prendre un contre-exemple de ces problématiques de politisation du jeu vidéo, je vais prendre Minecraft. Minecraft n'est pas un jeu de guerre. Pour les gens qui ne font pas de jeux vidéo, Minecraft, c'est un jeu d'aventure avec des gros pixels où on peut en fait casser des cubes et construire des cubes, et c'est un jeu sur lequel on construit beaucoup et on construit des choses assez impressionnantes, des palaces, des châteaux, etc. etc. Et dans Minecraft, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, quand on est un militant un peu énervé du camp MAGA, qui traîne sur les forums les plus radicalisés et qu'on a une petite fascination un peu bizarre pour les nazis, eh ben on peut faire des cartes de Minecraft sur lesquelles on va faire des statues d'Adolf Hitler, on va pouvoir mettre en scène comme ça tout un tas de références d'extrême droite dans le plus grand des bonheurs. Et sur le même outil, on va avoir Reporters sans frontières qui met en place une Forbidden Library, une bibliothèque interdite, qui est en fait une carte de Minecraft qu'on peut télécharger et dans laquelle on va retrouver tous les livres qui sont censurés dans tout un tas de pays. La Russie, le Vietnam, le Bélarus. Et donc, un journaliste ou un internaute d'un de ces pays-là peut se connecter à Minecraft via cette carte et avoir accès à ces connaissances de manière libre, sans que ce soit contrôlable par l'État en question. Il faudrait que la Russie, par exemple, interdise Minecraft, ce qui est un peu contraignant, parce qu'il y a beaucoup de Russes qui consomment ce jeu-là. Donc en fait, on va vraiment avoir une multitude de modes de consommation, de thèmes, etc. Et évidemment que quelqu'un qui s'intéresse à la guerre va avoir tendance à aller jouer à Call of Duty, mais c'est pas parce qu'on joue à Call of Duty qu'on est fasciné par la guerre, fasciné par la violence ou autre. De la même manière que vous allez pouvoir regarder un film de guerre, lire un livre de guerre ou regarder une série sur la guerre sans être forcément passionné par cet univers. Alors quand vous êtes passionné par cet univers, vous allez probablement avoir vu Il faut sauver le soldat Ryan, mais potentiellement des gens sont allés au cinéma voir Il faut sauver le soldat Ryan sans être passionnés par le monde de la guerre. Et pour un jeu vidéo, c'est pareil. Alors, oui, totalement d'accord. Mais mais c'est parce que il y a des gens qui apportent le. Alors non, mais en fait, c'est tout le truc, c'est que la guerre est absolument omniprésente dans notre univers culturel, dans notre imaginaire culturel, et pour autant, elle est quand même assez distante du quotidien de plein de gens, et c'est ça qui est intéressant, c'est le fait qu'on peut avoir des gens qui jouent à des jeux vidéo de guerre en permanence, et qui pour autant trouvent que la possibilité d'un conflit interétatique est quelque chose de très fictionnel et à peine croyable. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est cette omniprésence, mais pour autant, il y a aussi pas mal de gens qui voient des choses qui touchent à la guerre avec une posture très dénonciatrice, instinctive, c'est-à-dire on peut étudier la guerre, on peut parler de la guerre, on peut voir des films de guerre, c'est pour montrer que c'est toujours très mal, et je ne sais pas si c'est totalement possible de faire ça et de jouer, c'est-à-dire d'avoir une dimension active. Je ne sais pas si c'est possible de jouer à Call of Duty et de flinguer des gens et de se dire « Ah, mais la guerre, c'est forcément toujours mal, et il n'y a rien de bien, ni rien de valorisable dans la guerre. » Mais c'est une interrogation. Tout dépend de comment, dans le scénario, on va mettre en scène le dilemme moral. Un exemple intéressant, c'est donc Call of Duty, qui est probablement la plus grosse licence de first-person shooter, donc de jeux de combat où on tire dans tous les sens aujourd'hui, où il y a eu, je vais dire une connerie, mais à la louche, au moins une quinzaine d'épisodes différents. Donc c'est vraiment un jeu important. Et il y a un épisode qui est sorti de mémoire en 2009, j'espère que je dis pas trop de bêtises, qui est Modern Warfare, dans lequel il y a une mission qui s'appelle No Russian. 2009. Je suis pas mauvais, hein. Ouais. Où le joueur en fait est un soldat américain infiltré dans un groupe terroriste russe qui va massacrer des gens dans un aéroport en Russie. Et donc on a une scène de tuerie de masse
à la première personne, où le joueur, au début de la mission, en fait, fait ce qu'il veut. Il peut presser la détente et tirer dans la foule, ou pas. Et ce dilemme, il a posé plein de questions. On en a débattu dans les médias, on en a débattu parfois au niveau étatique. Comment on se positionne par rapport à ça ? Est-ce qu'on accepte que le joueur puisse avoir la liberté de massacrer à grande échelle des civils dans un aéroport ? En Russie, ça a généré des polémiques énorme. Plein de politiques ont réagi en disant mais c'est un scandale, un jeu américain encourage à tuer massivement des civils russes et le valorise et en fait quelque chose de fun, de cool. Normalement, si vous êtes à peu près normalement constitué sur le plan moral et éthique, vous n'êtes pas hyper à l'aise avec la scène, elle est quand même assez malaisante. Vous vous posez probablement la question, si vous avez le réflexe au début de tirer parce que les personnages tirent, de faire pareil, de vous dire à la fin mais en fait peut-être que j'aurais pu ne pas tirer. Il y a des pays où on a fait le choix d'interdire cette liberté. Par exemple, en Allemagne, je crois, on a demandé à ce que le jeu soit bloqué et qu'on ne puisse pas tirer sur les civils. Donc le joueur, s'il fait le choix de tirer sur les civils, il est game over. Et donc, c'est comment on met en scène ce dilemme moral. L'un des plus grands tabous dans le jeu vidéo, c'est le fait de pouvoir tuer des enfants. La quasi-totalité des jeux où on a une très grande liberté, il y a quand même encore cette limite qui existe. Il y a quelques jeux où on laisse cette liberté, où on peut la mettre en scène de manière assez intéressante. Je donne l'exemple d'un jeu, c'est un jeu de niche. C'est là qu'on va voir les gens qui nous écoutent et qui ont une grande culture. Drakengard 2, qui est un jeu d'action japonais dans un monde totalement fantastique. Mais il y a une mission, un niveau où on se retrouve à tuer des enfants. Soldats. La scène, l'épisode est compliqué. Elle met vraiment mal à l'aise. On se rend... C'est pas fun. C'est très questionnant. Et un autre exemple que je trouve intéressant, c'est un partenariat qu'il y a eu entre une autre grande licence de first-person shooter qui s'appelle Arma 3. Et donc c'est un partenariat avec la Croix-Rouge. Où ils ont mis en place une mission qu'on peut télécharger en plus qui s'appelle Laws of War, qui met en scène en fait une action humanitaire et qui a comme objectif de sensibiliser le joueur à qu'est-ce que c'est que le droit de la guerre, comment ça fonctionne, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est un soldat, qu'est-ce qu'on a le droit de miner ou pas. Et le parti pris de l'éditeur du jeu était de dire tout le bénéfice qu'on génère avec cet épisode complémentaire, on le reverse à la Croix-Rouge. Donc il y a un côté pédagogique et il y a un côté récolte de fonds pour aider une cause humanitaire. Et donc ça a quand même permis de lever un peu plus de $170 000, ce qui est pas mal. Et il y a eu une réaction par exemple intéressante de certains joueurs très réactionnaires qui a été de dire on va du coup nous faire des vidéos où on fait tout le contraire. On perd. On met en place justement des crimes de guerre et on se filme et c'est génial et c'est fun. Et j'avais eu l'occasion d'en discuter avec Christian Houffer, qui est le gars à la Croix-Rouge qui a porté ce projet-là. Et il a une posture assez intéressante parce qu'il dit ok, il y a eu ces vidéos-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre comment ils ont compris le message. Alors ils font de la provoque, ils font du trolling, mais ils ont compris ce que c'est qu'un crime de guerre. Donc, en fait, il y a plein de manières de questionner ces dilemmes moraux, de les mettre en scène, que ce soit pour les éditeurs, que ce soit pour les joueurs ou que ce soit pour tout un tas d'acteurs institutionnels. Ouais, avec un truc qui est... Par ailleurs, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu vidéo, c'est les métamorphoses relativement récentes, même si ça a 10-15 ans du jeu vidéo, c'est qu'il y a le joueur et maintenant il y a la médiatisation du jeu, c'est-à-dire par Twitch, mais aussi par ce qu'on appelle des let's play, c'est-à-dire des vidéos YouTube où pour les gens qui par exemple n'ont pas de console ou qui n'ont pas d'ordinateur qui permettent de jouer, qui permettent de faire tourner ces jeux-là, ou qui n'ont pas le goût. Moi, par exemple, j'ai plus ce goût-là de galérer sur un jeu, mais je suis toujours attiré par l'univers et la créativité qui est déployée par ça. Suivre quelqu'un qui joue, c'est pas mal non plus, et c'est pas inintéressant. Mais du coup, ça démultiplie l'impact, disons, médiatique de ce qui est représenté. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir la console de jouer pour avoir accès au message du truc. C'est en fait, et c'est vraiment des millions et des millions et des millions de vues sur YouTube. C'est des vidéos qui sont extrêmement populaires, on a accès à ça et c'est vraiment un impact sans même parler
de toutes les vidéos, qui est encore un genre à part entière en l'occurrence de militaires qui commentent ce qu'on voit dans un jeu vidéo pour savoir si c'est réaliste. Enfin, vraiment, je pense que depuis 10-15 ans, on est quand même entré dans un truc exponentiel d'impact du jeu vidéo qui est plus seulement les joueurs, qui est en fait n'importe qui a un téléphone, quoi. Je redis les chiffres. Hein. Le jeu vidéo en 2025, c'est 200 milliards. Le cinéma, c'est 35 milliards. Donc évidemment qu'on va avoir toutes les dimensions. L'instrumentalisation politique, l'exploitation politique du médium, comme on le disait tout à l'heure avec les campagnes de propagande américaines. Le simple loisir, le simple divertissement de quelqu'un qui va jouer sur son téléphone portable. Le côté performatif, la compétition. Avec aujourd'hui un e-sport qui est de plus en plus médiatisé, de plus en plus valorisé à tous les niveaux. Alors en France, ça reste encore assez marginal, mais en Asie, il y a absolument aucun débat. Hein. La majorité des joueurs, ils sont en Asie. Une star de e-sport en Corée du Sud ou au Japon, elle est plus connue qu'un joueur de foot. Quasiment, peut-être que j'exagère un peu, mais oui, mais avec ce quasiment. truc un peu subtil qu'en France ou en Europe, c'est par Twitch, c'est-à-dire la renommée n'est pas sur la compétition, n'est pas sur le niveau de performance dans le jeu, c'est sur la capacité à en faire quelque chose de relativement fun et didactique pour le spectateur extérieur. Mais n'empêche que tous les Twitchers qui sont souvent devenus des YouTubers, c'est des gens qui ont généralement acquis leur notoriété en se filmant en train de jouer à un jeu vidéo, et ça marche très bien. Et côté communauté de défense qui nous intéresse un peu plus ici, on voit de plus en plus aujourd'hui des initiatives autour de ce côté donc e-sport, alors soit au niveau régimentaire où on va organiser des activités soit de cohésion, soit caritatives autour donc, du e-sport, autour de toutes sortes de jeux d'ailleurs, du FPS comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut être des jeux fun, des jeux de sport, vraiment toutes sortes de choses. On va le retrouver à un niveau national où certaines armées essayent justement de mettre ça en animation un peu à tous les niveaux. Et puis en fait, c'est juste un sujet de discussion et de socialisation. Moi, je me souviens avoir eu l'occasion, lors d'un reportage, de faire un vol en Rafale à l'autre bout du monde, en Asie. Donc on est avec des pilotes dans un univers où on n'est absolument pas dans le jeu vidéo ou quoi que ce soit. Et à un moment dans la discussion, on a parlé de World of Warcraft avec le pilote parce que lui-même, dans son temps libre, c'était son hobby. Donc on n'a pas parlé de foot, on n'a pas parlé de golf, on a parlé de jeux vidéo. Alors c'est intéressant parce que ça renvoie à une autre dimension qui est l'intersection entre effectivement le monde militaire et le monde du jeu vidéo. C'est notamment quelque chose qui est assez canonique dans le recrutement. Enfin, on sait que les armées recrutent dans les communautés de gamers avec pour le meilleur et pour le pire, parce que ça repose aussi sur un certain nombre de postulats qui ne sont pas forcément vérifiés. Mais alors c'est aussi qu'il y a un segment démographique, c'est-à-dire on sait que les armées, les armées recrutent 15-20 ans. Et que 15-20 ans, c'est des communautés, c'est des tranches d'âge où il y a énormément d'investissement dans le jeu vidéo. Mais en tout cas, il y a un truc, et même historique, qui n'est pas récent, le jeu vidéo, et précisément parce que les questions de guerre, les trucs de guerre sont si prévalents dans l'univers du jeu vidéo, c'est peut-être une porte d'entrée vers le recrutement pour le monde militaire, quoi. Alors, ce médium jeu vidéo, à quoi il peut servir ? Quand il est en train d'émerger sur la seconde moitié du XXe siècle, quand l'informatique se développe, les militaires s'y intéressent. Ce qu'ils voient plutôt venir, c'est le côté simulation. On va pouvoir utiliser l'informatique et le jeu pour faire en fait de l'étude statistique face à une prise de risque donnée. Qu'est-ce que ça va donner ? On n'est pas encore dans le jeu vidéo. Le moment où il va y avoir vraiment une exploitation du médium jeu vidéo par les militaires et d'abord aux États-Unis, c'est les années 90 où effectivement l'armée se rend compte que ce médium est de plus en plus populaire, il parle de plus en plus aux jeunes et il permet une mise en scène esthétisée, pleine d'action et d'adrénaline qui permet de faire passer quelques-unes des incitations à potentiellement s'engager. Il y a notamment à l'époque la mise en place de véritables de salles d'arcade en fait sur des lieux où on peut recruter des jeunes, où on a un Humvee, un véhicule militaire, où les participants vont avoir les différents postes et où on a en fait une mise en réalité augmentée d'une mission
où il y en a un qui va conduire, il y en a un qui va tirer, etc. etc. Donc ce truc-là s'appelle Virtual Army Experience. Vous pouvez trouver assez facilement en ligne des vidéos d'archives pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et c'était assez avant-gardiste, hein, dans les années 90. On retrouve ce qu'on va avoir aujourd'hui dans la réalité augmentée. Les Américains sont très détendus avec ça, donc ils l'ont toujours fait. Ce côté engagez-vous, c'est cool. En France, les militaires ont toujours été un peu plus pudiques avec ça, sur le côté quel équilibre on trouve entre dire c'est cool, engagez-vous, et la réalité de c'est quand même un métier d'engagement, une prise de risque et une acceptation du sacrifice. Donc les Français ont toujours été un peu plus sur un côté on va aller dans des mondes virtuels pour dire on existe et on peut répondre à vos questions, mais en évitant ce côté venez à l'armée, vous aurez un flingue, c'est comme dans un jeu vidéo. Avec l'idée, il y a cette image d'Épinal, ce qui est même plutôt une idée reçue, qu'il y a des compétences qui sont extrêmement transposables, qu'un gamin qui est bon dans un jeu vidéo deviendra un bon pilote de chasse, ou plutôt aujourd'hui un bon pilote de drone d'ailleurs, c'est intéressant. En niant beaucoup de ce qui fait la réalité des pilotes de drone, où c'est pas juste des gens derrière les écrans, mais en tout cas avec cette idée que le talent au jeu vidéo est quelque chose de transposable relativement. Alors il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'aspect strictement cognitif. Le fait de faire beaucoup de jeux vidéo quand on est jeune développe les réflexes. Vous allez plus vite voir quelque chose de petit. Pour autant, si vous n'avez pas fait aussi beaucoup de sport à côté, vous ne serez pas un bon fantassin. Vous allez vite voir la cible, mais vous allez moins vite lever votre arme. Donc le fantassin ultime, entre guillemets, serait quelqu'un qui aurait fait beaucoup de sport, à la fois du sport qui va développer les performances musculaires, mais aussi les capacités d'endurance. C'est pas toujours un équilibre qu'on trouve chez les jeunes qui font beaucoup de sport. Et aussi beaucoup de jeux vidéo pour, en plus de pouvoir courir longtemps, porter lourd et réagir physiquement rapidement, voire aussi très loin. Après, ça dépend des compétences qu'on va chercher. L'exemple des drones, il est intéressant parce que en fait aujourd'hui piloter un drone explosif avec une vue à la première personne, donc avec des lunettes de réalité augmentée, en fait que ce soit un jeu vidéo ou l'outil en tant que tel, l'action est la même. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Donc quelqu'un qui serait entraîné avant, il va pouvoir le faire. Et d'ailleurs, les outils de simulation qu'utilisent les militaires pour s'entraîner aujourd'hui, ce sont des jeux, des licences civiles que vous pouvez vous utiliser sur n'importe quelle plateforme. Avec le truc, il y aurait toute une émission à faire là-dessus qui est intéressante sur le retour d'expérience de l'Ukraine, où pour autant, le pilote de drone, en fait, il faut qu'il aille assez proche de la ligne de front. Donc il faut qu'il ait aussi toutes les compétences du fantassin, et notamment la capacité à porter lourd, ça évolue en permanence sur le front. Et ça dépend de la place où on positionne ce pilote de drone, donc ça dépend du type de drone, ça dépend de plein de choses. Mais l'idée que la guerre des drones, ce serait la revanche des geeks, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en vérité, ça demande aussi le panorama 360 degrés de la compétence du fantassin. De la même manière que si on part du principe qu'avoir fait des sports de combat aiderait largement à devenir un militaire, déjà ça dépend de ce qu'on va faire comme métier dans l'armée. Alors si on est un fantassin potentiellement ça peut aider, encore que du corps à corps on n'en fait quand même pas tous les jours, et que même en ayant fait 15 ans de MMA, le jour où vous êtes à deux doigts de tuer ou de vous faire tuer, vous n'allez pas forcément mieux réagir. Je veux juste donner un dernier exemple, c'est un témoignage qu'on avait eu d'un soldat ukrainien qui, de mémoire pareil, j'espère ne pas dire de bêtises, arrive à neutraliser un char avec un tir de Bradley. Et il avait expliqué qu'il s'était beaucoup entraîné sur un jeu qui s'appelle World of Tanks. Alors, il dit pas que d'avoir joué a fait de lui un super soldat. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il a pris le réflexe en jouant à ça de repérer les points faibles des véhicules en face. Et que donc d'avoir beaucoup joué lui a fait intégrer ce réflexe visuel et cognitif, encore une fois, de je sais où est le point faible en face, je sais qu'il est à l'arrière, je sais qu'il est là où il y a les moteurs, là où il y a les munitions, etc. Et donc je sais le voir vite, je sais à peu près le repérer de très loin, même quand il y a de la végétation, etc. Et donc très rapidement, je vais être capable de tirer à cet endroit précis. World of Tanks, qui est aussi tout un problème dont on peut parler aussi, parce qu'il y a eu... Sur les leaks. Parce qu'en fait, ça renvoie vers tout l'univers des jeux à très haut niveau de réalisme. Donc il y en a quelques-uns qui sont extrêmement connus. Il y a Arma 3 que vous avez cité, il y a DCS pour le combat aérien.
Ça, c'est les deux, je pense, les plus réalistes, qui sont d'ailleurs tellement réalistes il y a plein de vidéos YouTube à succès qui représentent des épisodes historiques juste avec des images de synthèse d'Arma ou de World ou de DCS, parce que ça marche assez bien. En fait, ça peut faire même un moteur de simulation tellement c'est bien. Avec le niveau juste en dessous, c'est World of Warships ou World of Tanks, qui eux sont un peu moins réalistes, qui sont un peu plus ludifiés quand même. Mais World of Tanks, donc il y a le jeu et puis il y a des forums à côté où les gens argumentent beaucoup pour savoir si les choses sont bien faites, comment ça pourrait être amélioré. Et on a vu de manière assez régulière des gens qui postaient les manuels de matériel tout à fait sensible en disant « Bah non, je vous dis que ça fonctionne comme ça et je vous le prouve en vous montrant ce manuel complètement classé secret défense. » Bah, encore une fois, on est dans une industrie culturelle avec une communauté tellement vaste que ce sont des communautés à part entière. Et que de la même manière que vous pouvez avoir des débats et des fuites de documents, etc., sur un gros forum comme Reddit, sur des gros forums de jeux vidéo avec des communautés qui se comptent en millions et en millions de joueurs passionnés et qui maîtrisent plutôt bien leur sujet, ce sont des lieux où vous pouvez avoir des gens pas malins qui vont faire fuiter des documents auxquels ils ont accès via leur métier ou des choses comme ça, ou des services de renseignement qui peuvent avoir intérêt à se dire c'est un endroit où on sait que ça va circuler parce qu'il n'y a pas juste 3 ou 4 personnes qui vont ouvrir le fichier pour regarder comment fonctionne tel engin militaire, mais des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des millions. Et donc on sait qu'en le faisant passer par là, ça va fuiter plus largement. Mais là c'est même pas un problème de jeux vidéo, c'est un problème de communauté online en général. Bien sûr, mais ça renvoie vers donc, cet univers de jeux vidéo qui ont une prétention à très haut niveau de fidélité. Ce qui est intéressant, parce que d'ailleurs certains World of Tanks, il y a des niveaux différents, vous jouez pas exactement la même chose, il y a une version mobile où c'est plus ludifié parce que l'écran est plus petit, vous avez moins de contrôle, vous avez moins d'options. C'est tout à fait intéressant la manière dont certains jeux ont pris le secteur de la très haute fidélité et certains jeux, il y a toujours un équilibre entre la gamification et la très haute fidélité, quoi. Oui, c'est le jusqu'où aller dans le réalisme. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que j'avais interviewé donc pour ma chaîne Captain Roman l'un des créateurs de Command & Conquer, donc qui est une des premières grosses licences de jeux de stratégie, on devrait dire tactique, en temps réel, qui à l'époque justement se pose la question du réalisme. Et comment on fait à l'époque pour faire du réalisme ? On lit un peu des revues de Fanamily. On n'a pas encore internet, donc on peut pas aller regarder de manière très précise ce qui se passe. Il y a 2-3 rendez-vous avec des militaires, mais ça va pas chercher bien loin. Et ce que lui explique, c'est qu'il y a quand même un moment où la limite du réalisme, c'est qu'il faut que ça reste assez fun. Donc si c'est hyper réaliste... Command & Conquer, c'est le milieu des années 90. Quoi. Ouais, c'est ça. Et on est sur une simulation de conflit entre une espèce de puissance. Alors, il y a d'un côté les gentils qui sont l'ONU, les Américains, les Européens, et de l'autre côté une espèce de truc à moitié Middle East, à moitié russe, à moitié terroriste, bizarre, à une période où on ne sait plus trop ce que c'est que le méchant et comment le définir. Mais qui à l'époque pose pas mal de fondamentaux du jeu vidéo, et puis qui va développer une autre licence qui s'appelle Alerte Rouge, qui est aussi intéressante parce qu'elle met en scène une histoire où Einstein voyage dans le temps, assassine Hitler, dans l'objectif d'empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la Deuxième Guerre mondiale n'oppose pas les Alliés aux Allemands, mais les Alliés aux Soviétiques. Et bref, j'ai perdu le fil de ma pensée. Tout ça pour dire que donc à l'époque, le réalisme, c'est 2-3 bidouilles, mais on se dit quand même il faut que ça reste fun. Aujourd'hui, le réalisme, on va le faire avec des vrais conseillers militaires. Un Call of Duty, il y a des vrais conseillers militaires. Les armées mettent à disposition des gens pour répondre aux questions et pour aider au développement, comme ils le feraient pour un grand film ou une grande série. Et puis il y a sur le marché tout un tas de gens retraités des armées qui sont très preneurs de ce type de mission. Et donc je disais, la limite au fun, la guerre en vrai, c'est quand même la majorité du temps extrêmement chiant. Un fantassin, il passe beaucoup de temps dans la boue,
à ne pas manger, à ne pas faire grand-chose, à regarder une zone où il se passe rien, et tout l'enjeu étant de tenir dans ce monde d'un ennui absolu pour que le moment bref et extrêmement violent où il se passe quelque chose, il soit en mesure de réagir. Si vous faites un jeu vidéo avec ça, vous n'allez pas vendre beaucoup de licences parce que c'est pas fun. Ça renvoie, alors vous avez ouvert vers une question qui est la question immense, qui est la question des scénarios et la question de la représentation du monde qui est transmise par ça. C'est vraiment quelque chose de... C'est toute la politique de ça, c'est-à-dire il y a un certain nombre... Bon, beaucoup des studios extrêmement dominants sont évidemment américains, ou si ce n'est américains, qui sont venant de l'Ouest, c'est vrai aussi de studios potentiellement français, etc., etc., avec beaucoup de biais, beaucoup de travers américains, et le truc canonique, alors vous avez parlé de l'émission No Russian tout à l'heure, mais d'une manière générale, il y a une représentation, disons pendant toute la décennie 2000, disons dans la foulée des guerres en Afghanistan et en Irak, il y a une représentation du Moyen-Orient, notamment, qui est quand même assez consternante. D'une manière générale, c'est genre un champ de ruines avec des gens à tirer, sur qui tirer au milieu. Ça se complexifie un peu aujourd'hui, mais effectivement, il y a une vision du monde qui est transmise par les jeux de ces années-là, où les méchants sont globalement à moitié des Russes et à moitié des Moyen-Orientaux, de manière un peu différenciée. Alors, on aime bien les plots où les Russes transmettent des armes de destruction massive aux Moyen-Orientaux et vice-versa, parce que du coup ça permet le Battlefield 3 par exemple, c'est exactement ça. Ça permet d'avoir les méchants dans un même sac. Mais il y a quand même un truc qu'on va peut-être déplier un peu sur la manière dont les scénarios sont construits et la manière dont les scénarios déploient un imaginaire géopolitique, surtout occidental à l'époque, qui est quand même très particulier, quoi. Alors, la question du méchant arabe, elle se pose surtout à travers les Call of Duty qui vont mettre beaucoup en scène ces sujets-là, parce qu'ils essaient aussi de s'ancrer dans des scénarios crédibles à une époque où les deux conflits majeurs pour les Américains sont l'Afghanistan et l'Irak. Donc on peut dire aussi qu'il y a une autre franchise qui est extrêmement importante à cette époque-là, qui est Medal of Honor, qui est c'est exactement le même jeu mais historique, mais qui a imposé beaucoup de la grammaire, et du coup c'est beaucoup plus facile parce qu'en face c'est des nazis. Exactement. Et donc le nazi étant par construction le méchant chimiquement pur, c'est très facile même de prendre du plaisir à buter des nazis. C'est devient plus difficile quand c'est transposé sur un monde contemporain. Et donc, j'en reviens à cette question. Donc, on a beaucoup parlé de la représentation des populations du monde arabo-musulman, du Moyen-Orient dans le jeu vidéo, grâce ou à cause de Call of Duty, qui a mis en débat cette question-là. Ça, c'est une approche qualitative. Si on regarde de manière quantitative, donc sur le nombre de jeux vidéo, il y a une étude qui a été faite par l'université de Glasgow en 2016, où ils ont donc pris tous les jeux de tir à la première personne, et ils ont regardé le méchant et le gentil, c'est quoi ? Alors le gentil, c'est l'américain. Dans quasiment un jeu sur deux, c'est le fait d'une domination des studios américains, et du fait aussi que les consommateurs sont très majoritairement américains / occidentaux entre guillemets, parce que nous on consomme beaucoup de médias américains, cinéma, séries, jeux vidéo. Et le méchant, il y a une double problématique. Il y a une problématique, il faut que ce soit crédible, on l'a dit. Si le méchant c'est, j'en sais rien moi, un groupe terroriste breton qui ferait péter des bombes aux États-Unis, ça marche pas parce qu'on se rend compte que le scénario il va être dur à mettre en scène, donc il faut quand même quelque chose d'assez crédible. Et en même temps, il faut que ce soit politiquement correct, parce que si c'est stigmatisant, je parle sur une période 2000-2020, si c'est stigmatisant, ça va faire des débats. Call of Duty, ça fait des débats sur la représentation des Arabes. Et donc, les méchants, c'est premièrement des gens non identifiés. On ne sait pas qui c'est. Ils n'ont pas de pays, ils n'ont pas d'origine, ils viennent d'un endroit soit imaginaire, soit fictif. Donc c'est des gens non identifiés. La deuxième catégorie, c'est des Russes. Pourquoi des Russes ? Parce qu'en fait, c'est politiquement correct
sur ces 2 premières décennies du 21e siècle, parce que les Russes ont souvent eu des méchants, des trafiquants, des mafieux, des choses comme ça, sont pas des gens dont on dénonce la stigmatisation à ce moment-là. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on se demanderait si c'est pas du coup de la propagande de guerre. Et donc les Russes, ils ont bon dos d'être mis en scène, souvent sur un truc de c'est des gens de l'époque de la guerre froide, c'est les méchants d'avant qui n'ont pas digéré que la guerre était finie, qu'on vivait dans un monde en paix et qui donc continuent d'être des méchants. Et la troisième catégorie, c'est des extraterrestres. Il y a 2 moyens de contourner cette problématique de comment on est politiquement correct et crédible. C'est soit on fait un jeu historique, Deuxième Guerre mondiale, beaucoup, et donc les méchants sont des nazis, soit on fait un jeu où le méchant est un étranger, un alien, un extraterrestre. Et donc c'est 2 façons de contourner le problème. N'empêche que avec c'est quoi tout les ça, jeux iconiques où on bute des aliens? j'en ai pas qui me vient en tête là. Bah moi non plus, de grosses licences. Halo est une des grosses licences qui est marquante et qui a été instrumentalisée par, je ne sais plus comment appeler ça, la communication institutionnelle, la propagande américaine, qui a réutilisé des slogans du jeu. Donc Halo, pour situer, c'est une des grandes licences de jeu de tir à la première personne, mais qui se passe dans un univers moi, c'est assez même vieux. avant, c'est avant ma génération. Il y a des gens plus vieux que moi qui ont commencé à jouer aux jeux vidéo sur Halo. Donc c'est vraiment années 90, quoi. Ouais, et c'est donc science-fiction. Et donc là on a une armure de l'espace et on tire au laser. Gear of War aussi, qui fait partie des grandes licences où on est dans un combat avec des extraterrestres. Plus récent, on a des trucs autour de l'univers de Warhammer 40 000 où on va avoir ce combat extraterrestre qui pose beaucoup de questions sur le récit de l'univers de Warhammer. Il est intéressant, mais sur qui donc lequel permet... je ne connais rien. C'est-à-dire beaucoup de gens faudra faire un épisode. Non, mais beaucoup de gens m'en parlent parce que c'est visiblement quelque chose d'assez fertile, quoi, etc. J'ai jamais joué, donc je ne sais pas. Je sais même qu'il y a des films depuis, mais visiblement, c'est quand même un univers assez complexe, sophistiqué. Sur la valorisation et l'esthétisation de l'impérialisme, on est pas mal. Et donc voilà, extraterrestre, on le trouve quand même dans pas mal de licences, mais c'est vrai que c'est pas celle auquel moi j'ai le plus joué. Et oui, je voulais juste terminer sur ce point. Donc, la licence Halo a été utilisée de la même manière que les exemples qu'on évoquait au début sur la guerre en Iran, a été utilisée pour justifier les opérations contre les immigrés. Donc par la Homeland Security, le département de la sécurité intérieure, où ils ont joué sur les slogans du jeu Halo, donc encore une fois référence culturelle, code culturel qui va potentiellement parler à des candidats pour s'engager dans la ICE, donc la police aux frontières, pour contribuer à recruter à un moment où ils recrutaient beaucoup pour chasser massivement les étrangers aux États-Unis. Avec toujours cette histoire c'est des missions et en même temps personne ne souffre, parce que dans le jeu vidéo personne ne souffre, mais vous pouvez avoir une mission complètement inoffensive mais où vous gagnez, où vous réussissez quand même. Alors donc là c'est la production disons occidentale. Est-ce qu'on pourrait trouver, si oui quand, une sorte de production comparable d'ailleurs, c'est-à-dire par exemple, est-ce que à force les Russes, au bout d'un moment ça les a fait chier, ils se sont dit on va buter ça va être les Américains les méchants, voilà, disons, ou d'autres d'ailleurs, à quel moment est-ce que, en même temps c'est compliqué parce que les producteurs de jeux vidéo massifs sont massivement américains parce que c'est une puissance dominante sur ces industries culturelles là, mais en tout cas est-ce qu'il y a un moment où il essaie d'y avoir une concurrence et des récits alternatifs? Alors, face à cette domination de la production par les Américains, il y a 2 types de réponses. La première, c'est se plaindre, donc dénoncer les scénarios. Les Russes avec Call of Duty Modern Warfare qui se plaignent ou qui légifèrent dans un registre non militaire. Par exemple, les Russes ont imposé une version des Sims, donc, qui est un jeu dans lequel on fabrique sa maison et sa vie virtuelle, où ils ont interdit le mariage entre gens du même sexe. Ça a généré des polémiques incroyables. Côté français, un exemple, on a quand même un des plus gros studios au monde avec Ubisoft. Il y a un jeu qui s'appelle... Franco-canadien. Ouais, français à la base quand même, avec aujourd'hui qui est totalement international, mais à la base c'est quand même français. C'est notamment les Assassin's Creed, entre autres. On a plein de licences colossales, les Assassin's Creed, Ghost Recon donc. Et donc Ghost Recon Wildlands qui se passe dans plusieurs pays où il y a
encore une fois, une mission, un épisode qui se passe en Bolivie et où la Bolivie est dépeinte comme un pays en proie aux narcotrafiquants. Et donc la Bolivie a officiellement manifesté son agacement qu'on représente le pays comme ça. Et donc Ubisoft a dû un peu discuter avec eux pour dire non, voilà. Donc la première solution, c'est on se plaint ou on censure. La deuxième solution, c'est on développe une industrie nationale. Les Russes ont historiquement été très bons dans tous les domaines du numérique, dont le développement de jeux vidéo, et ont donc développé des jeux vidéo à eux. Un exemple que je trouve intéressant chez les Russes, c'est un jeu qui s'appelle Syrian Warfare, qu'on trouve assez facilement aujourd'hui encore sur toutes les plateformes, alors que c'est un pur jeu de propagande. Syrian Warfare, c'est donc un jeu de stratégie, encore une fois on devrait dire tactique si on est rigoureux, en temps réel, dans lequel on joue les forces syriennes de Bachar appuyées par des forces russes extrêmement performantes. Donc quand on commence à débloquer les unités russes, c'est très très costaud. On a tous les éléments du narratif sur... c'est un FPS ou c'est un jeu de stratégie. C'est un jeu de stratégie. Tactique. Où on contrôle donc un nombre d'unités limité au début d'une carte. On a un certain nombre d'unités à disposition, on ne peut pas les refabriquer et on doit gérer donc ces unités limitées avec des ressources limitées, carburant, munitions, etc. pour obtenir des succès tactiques sur une carte face aux terroristes. Terroristes qui du coup sont soutenus par l'OTAN, l'Europe, les Américains, terroristes qui sont soutenus par les grands médias. Donc il y a par exemple un moment une mission où il y a des journalistes occidentaux en train de faire la propagande des terroristes contre Bachar qui défend la liberté des Syriens et où donc les Russes, parce qu'ils sont gentils et humanistes, vont sauver ces journalistes malgré le fait qu'ils sont en train de faire de la propagande. Et donc voilà, on a tout ce narratif de la Russie dans ces conflits-là. Alors je spoil un peu, désolé pour ceux qui feront le jeu. Alerte spoiler, à la fin du jeu, le chef terroriste parvient à se sauver malgré le fait qu'on lui ait mis une fessée et il va se réfugier en Europe. Et donc on retrouve ce narratif de les terroristes circulent à travers les flux migratoires. Ce qui est intéressant, c'est que le studio qui a développé ce jeu-là, Cats.Who.Play, alors techniquement le jeu il est bien réalisé, il est de qualité, les unités sont crédibles, réalistes, sont très bien représentées, c'est exigeant en termes de technique de jeu, donc c'est un jeu qui techniquement est réussi. Sur le scénario, alors on apprécie ou pas, moi j'ai quand même passé un bon moment, je trouvais ça sympa d'avoir un peu ce contre-discours de ce qu'on peut avoir dans un Call of Duty. C'est dangereux parce que le joueur non averti risque de s'abreuver du coup de ces récits-là, mais ça pose les mêmes dangers qu'avec un jeu américain, sauf qu'un jeu américain il va être mis en débat dans les autres médias et dans la société, là où un jeu russe c'est un peu moins le cas. Et donc ce studio qui a développé ce jeu, Cats.Who.Play, il a développé un peu plus tard un autre jeu autour de l'univers de Terminator. Grosse bascule, donc là on a l'impression que du coup les héros sont des Américains, les gentils sont des Américains, et ce qui est intéressant c'est que ce jeu là il est édité par un très gros éditeur qui s'appelle Slytherin, qui est probablement le plus gros éditeur de jeux de stratégie un peu sérieux, un peu crédible. Ils éditent plein de jeux sur toutes les thématiques historiques, simulation, etc. En Russie, ils sont russes. Non, ils sont britanniques. Et c'est tous les jeux, globalement, là, les gens qui nous écoutent, qui font du jeu vidéo, ils ont forcément à un moment joué à des jeux de Slytherin. Mais Slytherin ne veut pas assumer d'éditer les gens qui ont développé Syrian Warfare, parce qu'ils savent que ça pue. Et donc, très vite, le nom de Cats.Who.Play disparaît. Quand vous jouez à Terminator Dark Fate, c'est le même jeu. C'est techniquement les mêmes outils. Juste, les blindés russes sont remplacés par des blindés américains du futur face à des robots. Et Cats.Who.Play, j'ai pas eu le détail. Moi, je les ai interviewés, les Russes. J'ai pas eu le détail exact. Ils sont assez mal à l'aise avec le truc. Ils donnent pas l'explication claire de quelle est leur position. Est-ce qu'ils ont dû signer un contrat pour ne pas dire qu'ils sont dessus? Mais surtout leur réseau. Quand il y a des mises à jour de ce jeu-là, ils communiquent dessus parce que c'est eux qui l'ont fait, mais officiellement, ils ont disparu de la communication du jeu. Et Cats.Who.Play, ils sont russes
en Russie, c'est pas des objecteurs de conscience. Donc après ça, ils travaillent sur un jeu qui ressemble. Alors ils ont mis à jour quand même le moteur et ils l'ont encore développé parce que riche du succès de Syrian Warfare et de Terminator Dark Fate, ils développent un nouveau jeu où là, on a une guerre qui oppose la Russie à l'OTAN sur un territoire. Alors je ne sais pas s'ils l'ont défini comme étant l'Ukraine ou si ça ressemble comme deux gouttes d'eau, mais là on est projeté clairement dans cet exercice de récit porté par la propagande russe dans un exercice de conviction, de mise en scène de la Russie face à un Occident hostile, agressif qui instrumentalise des pays comme l'Ukraine. Aujourd'hui, en Russie, le jeu vidéo est l'un des médias exploité massivement pour faire de la propagande, de la même manière que les séries télé, de la même manière que le cinéma. C'est contrôlé par l'État, c'est financé par l'État et ça porte clairement les narratifs de l'État russe. La question qu'il faut toujours poser, c'est donc la Chine. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire en Chine ? Alors la Chine, je connais moins bien et c'est un peu plus compliqué parce que les Chinois sont passés dans une logique en plus de contrôler la manière dont les jeunes jouent parce qu'ils ont estimé que c'était dangereux pour la société de laisser les jeunes jouer sans contrôle. J'ai une anecdote que je trouve assez intéressante parce qu'elle est assez ancienne et qu'elle pose cette question de la mobilisation des communautés. C'est un événement qui a lieu en 2006 sur un jeu alors qu'on ne connaît pas en Europe qui s'appelle Fantasy Westward Journey, qui est un jeu d'aventure en ligne massif auquel jouent beaucoup les Chinois. Et à un moment, l'éditeur de ce jeu-là se rend compte que l'un des joueurs les plus haut level, son pseudonyme, il veut dire « tuer les petits japonais ». Alors en chinois, ça doit sonner mieux que ça, mais la traduction littérale, c'est ça. C'est assez éloquent même en français. Et donc à un moment, l'éditeur, il se dit « mais en fait, c'est pas cool ». Et donc il est mis en prison virtuellement. Et donc le gars se plaint en disant mais attendez, moi ça fait des années que je joue, j'ai dépensé beaucoup de mon argent dans ce jeu, vous pouvez pas me dire aujourd'hui de changer de pseudo comme ça. Alors ça génère une polémique et au bout de quelques jours, l'éditeur persiste et signe en dissolvant la guilde de ce gars-là qui s'appelle l'Alliance pour résister au Japon, qui est une grosse alliance. Ils sont top 5, je ne sais plus, ils sont top 5 ou top 10 sur le jeu en question, qui encore une fois mobilise beaucoup de gens. Et donc, des théories du complot émergent dans la communauté des joueurs de ce jeu-là, où on croit savoir que les Japonais rachètent le studio et que c'est pour ça qu'il y a ça. Et on a des mobilisations en ligne avec des manifs qui vont réunir jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de joueurs pour dénoncer le fait que leur jeu préféré est en train de passer sous le contrôle d'un Japon impérial hostile et conquérant et sournois. Et donc on voit là l'imaginaire... D'autant plus de raisons de résister aux Japonais. Et d'autant plus de raisons de résister aux Japonais. Donc on a, voilà, ça c'est 2006, hein, donc c'est il y a quelques temps, on n'en a pas parlé chez nous. Mais donc on voit le poids des mobilisations en ligne. On va reparler des communautés dans une seconde, mais vous m'avez dit, en préparant cette émission, qu'il y a même une industrie du jeu vidéo iranienne. C'est une idée qui me plaît beaucoup parce que quand on a joué à Battlefield 3, comme il se trouve que c'est mon cas, il y a toute une partie qui est en Iran. Donc, est-ce que les Iraniens se voient aussi manœuvrer à coups de tank dans les rues de Washington ? Qu'est-ce que ça donne, l'industrie du jeu vidéo iranienne, qui est évidemment un peu plus compliquée parce qu'il n'y a pas la même masse critique, il n'y a pas les mêmes moyens, ça ne doit pas être les mêmes développeurs qu'en Russie ou en Chine, quoi. Alors, c'est un pays aussi où on joue beaucoup, où on est très connecté quand on n'est pas dans la situation dans laquelle on est en ce moment. Les Iraniens ont toujours beaucoup joué, c'est à peu près un tiers de la population qui pratique le jeu vidéo. Historiquement, avec une forte culture du piratage, parce que la censure ou les sanctions internationales font que c'est difficile d'acheter tout un tas de jeux, et donc on pirate. Et donc pour jouer à GTA par exemple en Iran, on pirate GTA et on joue à GTA sur des versions piratées. Mais ça veut dire que
le joueur iranien moyen, comme vous et moi, qui a un peu joué à des jeux vidéo, il sait ce que c'est que GTA, il a joué à GTA. Il sait ce que c'est que Call of Duty, et il a probablement joué à Call of Duty. N'empêche qu'à un moment, les Iraniens se disent, Call of Duty, le scénario, il nous plaît pas trop, quoi. On aimerait bien avoir un scénario où on sait qui sont les méchants, et où on sait que les méchants, c'est les Américains, les Israéliens, les Occidentaux. Deux exemples de jeux vidéo, un dont on a parlé un petit peu plutôt dans la presse jeux vidéo il y a 2-3 ans maintenant, qui s'appelait, je ne sais plus le nom de ce jeu-là, Revenge je crois, qui ressemblait esthétiquement beaucoup à un Call of Duty, mais avec un scénario où le héros iranien va dézinguer à tout va des Israéliens qui sont donc les méchants, et où le scénario emmène notamment, ça faisait partie des éléments assez marrants. Alors on a vu qu'un trailer de ce jeu, le développement était assez compliqué, mais on a une mission qui se passe en Ukraine, et où le joueur va dans les laboratoires biologiques secrets américains en Ukraine. Et donc là, on voit qu'on a une inversion totale des fantasmes et des scénarios. J'avais essayé d'interviewer le studio, j'avais eu un début d'échange avec eux, mais c'était très compliqué parce que l'industrie du jeu vidéo iranienne est sous contrôle des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution ont identifié que c'était un média de masse, que c'était un média influent, que c'était un média qui permettait de parler à la jeunesse, à la jeune génération, et donc de mobiliser la population nationale. C'est eux qui financent, c'est eux qui gèrent les formations, etc., etc. Mais donc, on a quand même globalement une industrie d'assez bonne qualité à l'échelle d'un marché plutôt limité, qui souffre du fait d'avoir du mal, en fait, ils peuvent pas aller sur les salons internationaux, ils peuvent pas recruter des développeurs américains ou européens, et donc là-dessus, ils ont une petite difficulté. Juste un dernier exemple parmi les jeux qui ont pas mal fonctionné en Iran, il y a un jeu qui s'appelle Mirmana, donc on est au début des années 2010. Ce qui est rigolo, c'est qu'il raconte l'histoire. Donc Mirmana, c'est un héros national iranien qui défend l'île de Karg, qui libère l'île de Karg face aux colons hollandais à l'époque. Je trouve que dans l'actualité où on parle de ce potentiel débarquement américain sur l'île de Karg, on voit que ce sont des symboles qui existent dans le jeu vidéo iranien. Tout à fait, et peut-être qu'il y aura l'occasion de faire un deuxième volet, mais plutôt en mode shoot them all, si on a les Marines qui débarquent et qui essayent de prendre dans la durée l'île de Karg, on aura le temps de voir. Peut-être pour terminer, mais il y a aussi toute une dimension, on s'éloigne un peu, mais pas tant que ça, de très politique, notamment aux États-Unis, tout ça. C'est un peu ce qu'on disait au début. Alors, vous avez dézingué mes idées reçues sur le fait que c'était globalement... ils ont une cible plutôt MAGA qui jouait à ce genre de jeux vidéo, mais le fait est qu'il y a en tout cas quelque chose qui se passe dans l'univers MAGA avec les jeux vidéo, donc les vidéos sont un symptôme évidemment, mais en tout cas il se passe quelque chose... je veux dire, c'est difficile vu de très loin de ne pas le décrire comme un truc d'incel, de communication politique qui s'adresse en tout cas à une certaine population comme ça, qui a été très largement récupérée. On peut mentionner dans ce truc-là, il y a eu toute la polémique un peu navrante autour d'Elon Musk récemment, qui s'invente une vie de hardcore gamer, qui s'invente le fait qu'il serait un des meilleurs joueurs du monde à l'un des jeux les plus difficiles du monde. Non, c'est pas un jeu difficile, c'est un jeu populaire. Pour situer, donc il a prétendu être un très gros joueur, donc d'abord de Diablo, et puis surtout d'un jeu qui s'appelle Path of Exile, qui est un gros jeu d'action, que pas spécialement difficile, mais ça à haut ressemble quand niveau. même au Diablo, et les Diablo, alors ça fait très longtemps que j'y ai pas joué, mais ça demande quand même énormément de temps pour... Non, on peut y jouer de manière totalement détendue comme ça, et moi par exemple aujourd'hui je joue à ces jeux-là en n'ayant plus autant de temps qu'avant, et en y jouant quelques heures on s'amuse et tout machin. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'il a eu des prétentions à jouer à très haut niveau, et à très haut niveau ça demande des engagements en termes de temps et de performance et d'organisation de son jeu qui sont hors normes, et il a
fait une vidéo où il se filme en train de jouer à ce jeu-là et de faire la démonstration du fait qu'il serait l'un des meilleurs joueurs au monde. C'est pas qu'il est un gros joueur, c'est qu'il est l'un des meilleurs joueurs au monde et où les gens qui connaissent le jeu se bidonnent parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez demain Emmanuel Macron qui dit je suis l'un des meilleurs joueurs de foot au monde et il va sur le terrain et on voit qu'il sait pas ce que c'est qu'un ailier, il sait pas s'échauffer et il utilise le mauvais ballon. Et tout ça en étant assez genre, regardez comme je jongle bien, il prend un ballon de rugby. C'est vraiment ce type d'absurdité. Donc c'est un fiasco. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que pour quelqu'un d'aussi influent et puissant que Elon Musk, le jeu vidéo est un signe de réussite. Et aujourd'hui, on peut s'afficher comme ayant réussi en affichant des performances dans le jeu vidéo. Il y a une autre personnalité qui est hyper intéressante dans son rapport au jeu vidéo, c'est Steve Bannon. Et on va revenir à ce que vous disiez. Steve Bannon, donc l'un des premiers conseillers un peu influents, un peu structurants autour de Donald Trump, l'un des hommes qui travaille à créer des synergies entre les droites radicales aux États-Unis et en Europe, Steve Bannon, il a essayé très tôt d'investir dans le jeu vidéo. En 2005, il a mis 60 millions de dollars dans un business de Chinese Farmers. Qu'est-ce que c'est qu'un Chinese Farmers ? À l'époque, on a donc des jeux en ligne, World of Warcraft, où c'est un peu long et fatigant d'acquérir de la ressource. Et donc, des gens se disent, on pourrait payer des gens en Chine pour passer des heures à accumuler ces ressources et les vendre à des gens riches en Occident contre de l'argent réel. Et lui a mis 60 millions là-dedans. Ce que ça dit, c'est le rapport qu'il a à la compréhension de cette industrie et de ce milieu-là. Et surtout, il comprend très tôt que c'est beaucoup, beaucoup de gens. Ce qui a évidemment fait Elon Musk pour se filmer avec son personnage, etc., c'est évidemment quelqu'un qui l'a cultivé, enfin qui l'a fait progresser pour lui, parce que sinon c'est techniquement pas possible. Et bon, c'est effectivement extrêmement intéressant avec un effet alors qui est difficile à quantifier, mais il y a des effets de communauté, il y a c'est un truc quand on n'y est pas, mais il y a des choses qui se passent sur les forums de jeux vidéo. Il y a des vraies choses de politisation qui se passent. On en parlait un petit peu en France à la grande époque du forum 1825 de jeuxvideo.com. Je ne sais pas si ça existe encore, si c'est toujours aussi actif, si c'est toujours aussi influent, mais c'était un vrai lieu où il y avait énormément de monde qui parlait. Et on sait qu'il y a des trucs un peu pareils qui ont lieu dans la communauté MAGA. Enfin, un truc que vous avez bien vu de près, c'est il y a eu notamment une énorme opération contre Ubisoft quand ils ont lancé le dernier Assassin's Creed ou celui d'avant. Le dernier. Autour d'un samouraï africain. Vous avez publié un bouquin là-dessus sur l'histoire de ce samouraï africain, donc Yasuke. Voilà. Il se passe... Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est un truc extrêmement... qui mobilise énormément de gens. Il y a des gens qui passent énormément de temps dessus. Et que c'est quelque chose de très sous-médiatisé, dans l'absolu, le jeu vidéo. Il y a quand même des effets, il y a des phénomènes à côté desquels on passe quand on regarde que les médias mainstream, parce que ça se passe dans la communauté du jeu vidéo, quoi. Alors, on a le croisement de deux choses. On a le croisement de la polémique, dont on peut estimer qu'elle est légitime. Donc, sur cette histoire de jeu avec un samouraï africain, toute la question... Donc, il y a eu un homme à la fin du XVIe siècle qui était africain et qui a eu un certain nombre d'éléments autour de son parcours qui fait qu'on pourrait le qualifier de samouraï. Il y a des débats sur qu'est-ce qu'un samouraï, et comme on a peu d'informations sur lui, point d'interrogation sur ce qu'il est. Et donc à ce moment-là, on a une montée de bouclier de tout un tas de milieux conservateurs pour dire il est illégitime pour Ubisoft de choisir un personnage comme celui-là et de faire croire qu'il y a eu un héros africain au Japon. Ce qui est intéressant, c'est que donc, on en a débattu aux États-Unis. Elon Musk a réagi là-dessus, on en a débattu un petit peu en Europe et on en a débattu au Japon. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage avait déjà existé dans plein de films, de séries et de jeux vidéo au Japon, mis en scène de la même manière, comme plutôt un samouraï, sans que ça génère le moindre débat. Et là, c'est la montée en audience des MAGA aux États-Unis qui a fait que c'est devenu un sujet de débat mondial
et que c'est ensuite arrivé au Japon, alors que ça aurait dû potentiellement agacer d'abord des Japonais. Mais ce type de débat sur la représentation dans le monde du jeu vidéo, il n'est pas spécifique à la droite conservatrice. On l'a eu par exemple autour de la sortie du dernier Harry Potter, où là des gens plutôt à gauche ont essayé d'appeler au boycott de ce Harry Potter en reprochant à l'autrice de Harry Potter des positions sur les questions transgenres qu'ils considèrent comme étant inacceptables. Donc là, jusque-là, on est finalement dans le débat politique qui vient dans le jeu vidéo et où on dit, parce qu'on n'adhère pas à des valeurs, on rejette le jeu en question. Et il y a un deuxième aspect qui est important, c'est que dans le monde du jeu vidéo, il y a finalement assez peu de censure, assez peu de contrôle. Donc quand vous vous mettez à faire des dingueries dans un jeu, on ne peut pas faire grand-chose. De la même manière, je disais tout à l'heure sur Minecraft que vous pouvez dans Minecraft mettre à disposition des textes interdits en Russie ou au Vietnam, vous pouvez faire des statues d'Hitler et on ne peut rien faire contre vous. Et donc, sur ces mobilisations extrêmes, on va avoir ce croisement des deux. Le fait qu'à la fois ce soit très mobilisateur de partir sur des discours radicaux et qu'en plus, c'est aujourd'hui quasiment incontrôlable. Peut-être dernière question pour essayer de boucler, mais on voit donc tout ce qui se passe, cette relation complexe. En vrai, on aurait pu en faire des heures. Il y a de cette relation complexe des jeux vidéo au phénomène guerrier. La question, c'est est-ce que ce truc qu'a tenté l'administration Trump, ça vous paraît prendre ? Ça vous paraît, c'est-à-dire, est-ce que dans cette représentation de la guerre, assez déréalisée, assez lointaine, etc., vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, puisque c'est votre spécialité à la base dans la communication politique, qui était assez lointaine jusqu'à présent. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a une sorte de pont qui est en train de se créer, ou est-ce que ça vaut pas... d'ailleurs, ils ont retiré les vidéos, ils font tout le temps de la merde, ils envoient tout le temps des vidéos de merde et ils les retirent après, quoi. Il y a plein de coups dans l'eau, quoi. En gros, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer là, ou est-ce qu'on en est encore un peu loin ? Alors, le fait d'utiliser ce médium pour faire de la communication ou de la propagande, ça paraît aujourd'hui évident. Encore une fois, ce sont des références culturelles très répandues, si ce n'est universelles. Donc, utiliser ces références pour parler à un public, c'est logique. Qu'est-ce que c'est qu'une communication d'influence ? C'est le fait d'envoyer un message via le bon médium à un public pour l'amener à adopter une attitude, donc un ressenti, un regard sur votre activité qui soit positif, ou un comportement, faire quelque chose, adopter, mener une action. Donc utiliser pour ça des codes culturels, c'est logique. De la même manière qu'on pourrait utiliser la caricature. Par exemple, les Russes et les Iraniens utilisent beaucoup la caricature dans leurs opérations de propagande. De la même manière qu'on pourrait utiliser les codes du fact-checking dans une mise en scène. On l'a vu récemment avec l'Élysée qui utilise les codes du fact-checking pour imposer visuellement par réflexe l'idée que ce qu'ils disent est vrai et vérifié. Et là, on va utiliser le jeu vidéo. Sur le cas dont on parlait au début, qui est convaincre de la pertinence de l'attaque contre l'Iran, là où je ne suis pas convaincu, c'est que, en général, quand un pays, en particulier démocratique, veut déclencher une opération militaire, il fait un travail de conviction avant l'opération. Pourquoi ? Parce que déjà, pour mobiliser les gens, il faut leur avoir donné des bons arguments pour dire voilà pourquoi on va le faire. C'est la fiole de Colin Powell en 2003. C'est parce que les gens d'en face ont des armes de destruction massive qu'il faut y aller. C'est les arguments qu'on va avoir avant les interventions en Libye, par exemple, où on va expliquer qu'on va protéger une population, qu'il y a des crimes, on va convaincre à l'ONU, et donc parce qu'on a un mandat de l'ONU, on a des bonnes raisons d'y aller, on a un cadre international, etc., etc. Et donc on va mettre en place tous les arguments pour expliquer à l'opinion publique pourquoi il faut y aller, et pendant tout ce temps-là, les gens qui sont contre, ils n'ont pas leurs principaux arguments, qui sont en général les crimes. Il y a des crimes de guerre qui sont commis, il y a des violations, il y a des morts, des victimes civiles, etc., qui vont avoir un vrai effet de dissuasion. Et les arguments du bourbier. On s'enlise. Et donc, quand on est avant l'opération militaire, les arguments pour intervenir sont souvent assez porteurs. Et donc, on voit que les gens qui sont favorables à une intervention, dans les sondages d'opinion, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et puis après, il y a le moment où l'intervention démarre, ça stagne un petit peu.
Et puis là, on commence à voir que on a bombardé une école, on a tué des enfants. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on fait ? Hop, ça commence à redescendre. Et puis, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas de résultat. Le régime, il tombe pas, il se passe rien, et donc ça continue de descendre. Et là, dans cette opération-là, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas eu ce travail en amont d'explication. Au contraire, au cours de l'année passée, Donald Trump a passé son temps à dire « j'ai réglé le problème iranien ». Donc, il n'y a pas de raison d'attaquer l'Iran, puisqu'il avait déjà réglé le problème. Et donc là, il se retrouve à ramer à un moment où on est déjà en train d'observer que les résultats n'arrivent pas aussi vite qu'on aurait pu l'escompter. Et en plus, il y a des bavures, il y a des questions de droit, il y a des gamins qui se font tuer, il y a des victimes américaines, etc., etc. Donc en termes de communication, il s'est mis dès le départ dans la pire situation possible. Est-ce qu'il peut y avoir un effet magique parce qu'il utiliserait des images de jeux vidéo ? Absolument pas. Et enfin, on a dit que, peut-être rapidement, mais je vous ai demandé, puisque pour une fois j'allais faire un gamer, pour les auditeurs que ça intéresserait, 3 recommandations de jeux vidéo qui ont trait à la guerre ou au monde militaire, qui sortent. Enfin, vous pouvez recommander Call of si vous voulez, mais on peut peut-être faire plus sophistiqué. Alors, pour des gens qui voudraient des recommandations très la guerre, la stratégie, qui connaîtraient peut-être pas très bien, je vais recommander Crusader Kings 3, qui est une des grandes licences de jeux de stratégie et qui est très chouette pour toutes les questions historiques. Et sur du contemporain, un jeu qui s'appelle Broken Arrow, un peu moins connu et qui met assez bien en scène cette question de comment on fait pour coordonner différents types de capacités. Les moyens, l'artillerie, l'infanterie, l'arme blindée, etc. Une deuxième recommandation qui est pour moi indispensable, c'est un jeu qui s'appelle This War of Mine, qui met en scène des civils dans une ville en guerre qui doivent survivre. C'est un jeu qui est extrêmement intéressant parce que... Je peux signaler que vous avez fait une très bonne vidéo sur Broken Arrow. Sur This War of Mine. Sur This War of Mine, pardon. Et c'est un jeu qui est extrêmement intéressant parce que il est émotionnellement très dur. On est très mal à l'aise dans ce jeu parce que on doit accepter des choses terribles. Les personnages dépriment, les personnages sont désespérés, doivent parfois faire des choses horribles pour survivre. Et donc ça raconte aussi un aspect de la guerre qui est le civil dans la guerre, qui est souvent très invisibilisé dans les jeux sur le sujet. Et c'est intéressant parce que c'est un jeu où on n'est pas bien. Et donc, c'est pas tellement un moment agréable, c'est un moment intéressant. Et donc, ça montre la profondeur de ce qu'on peut avoir avec le jeu vidéo. Et une troisième recommandation, c'est des petits jeux indépendants, il y en a plein, qui vont mettre en scène des aspects spécifiques du monde de la guerre au-delà des combats, donc pour sortir un peu de ce côté Call of Duty. Un premier qui est Arms Trade Tycoon Tanks, donc où on gère une usine de fabrication de chars, et donc pour les gens qui s'intéressent par exemple à l'industrie de l'armement, c'est un jeu qui peut être intéressant. Et sur un autre côté, un jeu qui s'appelle War Hospital, qui n'a pas eu un gros succès commercial, qui a été assez peu visible, et où là on gère un hôpital de campagne pendant la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises, et qui est intéressant aussi sur ce côté. On peut jouer à autre chose que tuer des gens. Là, on doit gérer des blessés. Et donc, on a un autre côté de la guerre, avec aussi ce côté assez pesant du côté dur de la guerre, de rappeler que la guerre, c'est pas si fun que ça. Et ce côté dilemme moral, on a un afflux de blessés, comment on arbitre ? Qui on sauve pas. Est-ce qu'à un moment, pour sauver plus de vies, on va avoir des traitements plus brutaux, plus d'amputations, etc. Et donc, ça permet d'aborder des thématiques de la guerre et de la défense un peu au-delà de juste le fantassin contre les autres fantassins. Je vous ai demandé 3 conseils, vous en avez mis 5 déjà, mais là j'étais en train de googler Arm Train Tycoon Tanks, ça a l'air très bien, ça a l'air d'être un peu le football manager de l'industrie de l'armement, ça a l'air très fun. Merci beaucoup, Romain Mielcarrec. Merci. Je vais rappeler, je recommande vivement cette chaîne YouTube qui est un peu en sommeil, mais que j'espère vous ferez redémarrer un jour. Et puis sinon, on peut vous retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux, ainsi que souvent à l'écran sur BFM TV. Merci beaucoup. Merci. C'était donc le Collimatin, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Juste un petit mot pour dire que très prochainement, il va y avoir une
Donc vous savez que les vidéos sont toutes sur YouTube, et là il va y avoir dans quelques jours, ou peut-être déjà quand cet épisode va apparaître, une évolution, puisque un certain nombre de plateformes, notamment Apple Podcast et Spotify, ont proposé d'avoir à la fois le podcast et la vidéo, ce qui va permettre de passer de manière, espérons, harmonieuse et fluide, du podcast de la version audio à la version vidéo. Par exemple, si on est en train de parler d'un jeu vidéo, là en l'occurrence, et que vous voulez voir à quoi ça ressemble, il est vraisemblable que sur la version vidéo, j'aurais incrusté au moins une capture d'écran pour voir la tronche que ça a. Donc voilà, bref, surveillez ça dans vos applications de podcast, parce que plutôt que devoir aller sur YouTube si vous voulez avoir la version vidéo avec toutes les images que je rajoute sur la version vidéo, probablement ça va pouvoir se faire assez facilement et assez fluidement prochainement dans vos applications de podcasting. Je ne sais pas du tout comment ça marche encore, mais j'espère que ça se passera bien. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin, distribué par Binge Audio comme d'habitude. Toutes les remarques sont bienvenues par mail sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, et merci comme toujours à ceux qui commentent pour l'algo sous tous les épisodes. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.